Bienvenue à la projection du film Natou pour elle, réalisé par M. Djigui Diarra, qui est un enfant du pays, un enfant de Grigny. Il faut savoir qu'il a fait des études à la FEVIS, qui est une grande école de cinéma européenne. Et il faut savoir aussi qu'il y aura un débat juste après ce film, ce court-métrage. Donc ce débat traitera de la délinquance juvénile. Donc on va traiter de différents thèmes avec des intervenants aussi. M. Gustave Keita qui est là, Isabelle aussi, et d'autres. Et on va inviter le public à participer à ce débat. Donc on va traiter de différents thèmes, comme je disais. On va se poser des questions. Est-ce la faute des parents? Est-ce la faute de l'État? Est-ce la faute des grands et des grandes du quartier si les enfants sont dans les délinquances? Donc le cadre est posé. Réfléchissez-y, parce qu'on va débattre sur tout ça. Et quel soutien aux familles, même lorsque leurs enfants sont dans la délinquance, et lorsque leurs enfants, enfin avant que leurs enfants tombent dans la délinquance. Quel soutien on peut apporter aux familles? Et on va essayer de trouver des solutions, et voilà, vous réfléchissez à tout ceci. Et je vais vous demander d'accueillir l'équipe de Djigui et son équipe, du film Natou pour elle, qui sont là. Donc je vais vous demander de les applaudir. Donc voilà, l'équipe est là. Ouais, il en manque, hein. Il manque l'équipe de la réalisation et autres, mais je vais laisser Djigui prendre la parole. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux, excusez-nous un peu du retard. Nous sommes très fiers de vous accueillir ici à Grigny pour la deuxième fois, parce que la première fois c'était au mois de juin à Sydney-Péché, et là aujourd'hui c'est au centre Nelson Mandela, donc bienvenue. Donc je vais vous présenter mon court-métrage que j'ai réalisé à la FEMIS qui se nomme Natou pour elle, qui raconte l'histoire d'un fils qui est prêt à tout pour exaucer le dernier souhait de sa mère, qui est de mourir au Mali. Voilà, c'est un court-métrage de 25 minutes. J'ai eu la chance de réaliser ici à Grigny avec Sassila qui a joué dans Bande de filles. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Kalissa, une grande amie actrice également, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Malik Small, qu'on connaît sous les aventures de Small sur internet avec plus de 20 000 personnes. Et Rodolphe Caucas, dit Dorel Hope, futur grand acteur également. Voilà. Donc voilà, on va commencer la projection. Je vous souhaite une bonne projo et à tout de suite pour les questions. Merci. Il faut savoir que le film a été acheté par TV5 et RTBF, donc ça s'applaudit aussi. L'événement, pour une petite précision, l'événement est organisé par l'association Révèle-toi, Valérie Concept en partenariat avec Zoro 91. Monsieur Djigui Diarra, dis-moi un petit peu pourquoi tu as fait le film et pourquoi ce thème, parce que voilà, ça touche la délinquance, dont le thème de ce soir. Donc j'ai décidé de faire ce film, pourquoi? Parce que j'avais fait un constat avec certains de mes amis, et je trouvais qu'en fait le rôle de nos mamans en règle générale, mais surtout en banlieue, était minimisé. Je trouvais que leur rôle n'était pas assez mis en lumière. Elles font le maximum pour écarter leurs enfants de certains chemins pas très abordables, si on peut dire, de prime abord. Et je me suis dit, ça serait bien, si j'ai la possibilité de faire un autre court-métrage, ça serait bien de mettre en lumière quelqu'un qui nous est cher. Et je pensais direct en premier lieu à ma mère, mais à la femme en règle générale. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce court-métrage avec comme celle qui joue le rôle de ma mère, Marie-Philomène Gars, qu'on a pu voir récemment dans le film Il a déjà tes yeux. Je ne sais pas si vous l'avez vu au cinéma récemment. Vous l'avez vu ou pas? Oui. Donc voilà, et après pour le rôle de ma petite amie dans le film, vu que je connaissais ça, je lui ai proposé le script. Et voilà, ça m'a parlé, et on a décidé de partir avec nous sur cette aventure. Et tout le reste, c'est des amis qui sont dans le domaine du cinéma, et je leur ai demandé s'ils pouvaient nous donner un petit coup de main, Kalissa, Malik et Rodolphe. Et tous les autres qui sont, enfin, on a pu voir dans le générique vite fait, mais tous les mecs de l'ombre, je tiens à les remercier parce que sans eux, le film n'aurait pas pu être là. Je tiens à remercier Bouba aussi, vous pouvez l'applaudir, il joue le rôle de mon entraîneur. Il est là, il fait le petit. Voilà, toutes les personnes qui m'ont donné de l'énergie, de près comme de loin, je vous remercie parce que
voilà, maintenant le film il a été acheté par TV5 et RTBF et c'est une grande fierté pour nous. Et voilà, c'est une manière aussi de montrer que nous, Grigny, on ne sait pas faire que brûler des voitures. Je parle de ça parce qu'il y a une journaliste de l'AFP, elle était venue sur notre tournage et elle m'a dit, Monsieur Diarra, mais votre film, c'est pas Grigny. Hein. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, bah attendez, Monsieur Diarra, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de voiture qui brûle. Je lui dis, non mais madame, ça c'est le Grigny de vos médias. Moi, mon Grigny, c'est le Grigny des gens qui se lèvent à 3h du matin, qui font tout pour ramener de l'argent convenablement, donner une éducation. Mon Grigny, c'est ça, c'est pas que des voyous ou je sais pas quoi, ça fait l'éducation aussi. Voilà. Et voilà pourquoi je tenais à faire ce film, pour plus le bec à certains médias. Donc je vais arrêter de parler, je vais laisser la parole à mes amis. Encore merci. C'était l'expérience sur le tournage, tout ça, voilà. Arrête de faire la timide, t'es allé à Cannes quand même là-haut. Bonsoir. J'espère que vous avez tous aimé le film. Pour moi, c'est une superbe expérience et j'ai eu beaucoup de chance de participer à ce film. Et dès qu'il m'a parlé du script, ça m'a tout de suite parlé et j'ai tout de suite voulu le faire. Et je suis contente. Et je suis fière de lui aussi, voilà. Il faut savoir que Kalissa, elle est championne de boxe. Championne du monde, enfin de France, je veux dire. Championne de France, même vice-championne de France. Vice-championne d'Europe, il faut l'applaudir. Dis-nous pourquoi tu as participé au film. Pourquoi j'ai pas. Comme de par hasard, voilà, ça marche pas quand je le prends. C'est ça, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, si. Voilà, ça marche. Ça va. Merci. Et pourquoi j'ai. Bah, en fait, du coup, moi, j'ai connu Tiggy lors d'une. C'était avec une association qui s'appelle 1000 Visages, où on a commencé à découvrir le milieu du cinéma. Donc, c'est là où j'ai commencé à le connaître, etc. De là, il a eu un projet. Il m'en a parlé depuis un bon bout de temps. Et voilà, j'étais présente lors du tournage, etc. Je l'ai aidé sur pas mal de choses. Et voilà, et j'en suis très fière de lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu pour faire ce film, que ça soit ça ou même d'autres choses. Il s'est toujours battu et il a toujours eu ce qu'il a voulu avoir. Et Tiggy, pas mal. Chapeau. Et voilà, c'est une bonne expérience. Et je retire que du bon et que du bon avec l'équipe. Et voilà. Merci. Il faut savoir que Malik revient de New York. Non, je le dis, mon frère. Los Angeles, excuse-moi, Los Angeles. Parce qu'ils ont gagné le concours YouTube, c'est ça? Ça s'applaudit, ça? Oui, c'est ça. Alessandro Mandela, avec les animateurs, tout ça. Donc voilà, il faut applaudir un petit peu le cadre, quoi. Tout ça, Alessandro Mandela, tout ça. Bonsoir. Ça fonctionne pas avec moi. Ben, ça va être difficile de parler après Booba, Tiggy, l'acteur principal, grand cinéaste, futur réalisateur, une actrice professionnelle juste là en face de nous, une boxeuse professionnelle, et moi je suis personne. Arrête, oui. Et moi je suis personne. Ah oh, laisse-moi parler aussi. Non, je rigole. Tu parles quoi? Ok, voilà, ça c'est bien. Non, bon voilà, moi j'ai eu le rôle du méchant. Vous avez bien pu voir une petite scène de bagarre avec l'acteur principal. Bon, on a décroché une bonne, mais on est encore debout en pleine forme, vous le voyez bien. Non, très sincèrement, Tiggy, moi comment je l'ai connu? Bien avant Natou pour elle. Tu te rappelles de la série? Il y a une série qui devait voir le jour, mais vous voyez, là, on est dans une ère, une génération où tout le monde fait un petit peu de vidéos sur Internet, etc. Dites-vous que la personne que vous avez en face de vous, avant même que les gens se mettent en tête de faire même une petite vidéo, lui, il avait déjà l'esprit de faire une série. Une série. On avait quoi? 15 ans 15 ans, il voulait faire une série pour vous dire à quel point la personne qui est là, elle est ambitieuse depuis longtemps. Et que son amour pour le cinéma, elle est véridique. Il ne fait pas ça pour le plaisir, c'est que vraiment, il veut transmettre des messages. Et pour ça, il faut l'applaudir. Pour la deuxième chose que je voulais dire, c'est que grâce à lui, il a permis à des personnes comme moi d'apprécier et de savoir ce qu'on voulait faire plus tard. Parce que vous savez, on a grandi dans un milieu où on n'est pas beaucoup encouragé.
Les médias nous salissent et nous-mêmes, on ne croit pas en nous. Lorsque vous avez des professeurs qui vous disent clairement, alors que vous êtes tout petit, vous allez finir en intérim, alors que nous, on leur disait, on va être acteur, ils vous regardent dans les yeux et vous disent, hey, vous allez finir en intérim, vous. Et comment ça se fait que quand des adultes vous rabaissent alors que vous êtes plus petit et que eux sont censés être votre exemple, ils vous rabaissent, comment vous pouvez faire pour avoir des ambitions comme devenir acteur ou réalisateur? C'est difficile. Donc je remercie Tigui de m'avoir permis de participer à ce film, d'avoir réalisé, d'avoir joué autour de professionnels avec des grosses caméras. Et franchement, grâce à eux, maintenant je sais ce que je vais faire plus tard et ça mérite des applaudissements. Merci à tous, merci Malik, merci Kalissa, merci Assa pour ces témoignages. Juste avant de passer au débat, j'aimerais vous dire un peu ce qui se passera par la suite. Donc prochainement, on va sortir au cinéma un film dans lequel j'ai eu la chance d'avoir l'un des seconds rôles avec Laurent Lafitte, je ne sais pas si vous le connaissez, qui va sortir prochainement au cinéma, et un film dans lequel je joue le rôle d'un député noir du XVIIIe siècle. En Allemagne, ça aussi, ça va sortir prochainement au cinéma. Et je compte repartir en tournage au mois d'août, mais juste avant, je voulais réaliser un clip pour rendre hommage à d'autres personnes, cette fois-ci, pas les mères, mais à nos sœurs, noires, arabes, blanches, qui vivent en banlieue et qui, voilà, je trouve également, encore une fois, qu'on ne représente pas assez ou qui sont salis par les nôtres. Donc je compte faire un clip avec une grosse équipe du gros matos. Et voilà, si vous pouvez nous aider un peu à concrétiser ce projet, n'hésitez pas. Il y a une petite caisse au fond vers la nourriture. Voilà. Voilà, merci. On va quand même demander aux autres, c'est quoi leur actualité? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, moi, vous m'avez vu dans Bande des filles. Ensuite, j'ai eu un rôle principal pour le téléfilm qui s'appelle Dambé la tête haute, qui est passé sur Arte et il n'y a pas longtemps il est passé sur. Il est passé sur quoi déjà? Une copine, ne savait pas, il est passé où? Il n'y a pas longtemps, il est passé sur quelle chaîne déjà? Moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, il est passé sur une chaîne il n'y a pas longtemps. Ensuite, là, les prochains films que j'ai fait, c'est un petit rôle pour le prochain film de Gérard Jugnot, qui s'appelle Drôle d'oiseau. Ensuite, j'ai eu un petit rôle avec Fanny Ardant, qui s'appelle. Comment ça s'appelle? La mémoire. Bref. Et voilà, bref, j'ai des petits rôles pour l'instant, j'ai pas encore d'autres longs métrages, d'autres rôles principaux. Voilà. J'ai raconté de la merde, mais c'est pas grave. Ça s'applaudit, non? Elisa, c'est quoi? Toi, tu as une association qui s'appelle Jeunesse Jeunesse l'histoire. Dis-moi un petit peu. Ouais, c'est une association où j'ai mobilisé les jeunes du quartier. Enfin, au début, j'ai commencé avec les jeunes du quartier. Du coup, après, ça a pris une. Après, j'ai réussi à rassembler un maximum de jeunes dans l'Île-de-France, ce qui est pas mal. Et de là, en fait, on vient en aide aux personnes démunies dans la rue. Et donc voilà, ça évolue. Et ça évolue. Et voilà. Et la boxe, c'est comment? La boxe, je continue. Ok. Enfin, je continue. Enfin, je sais même pas quoi dire. Moi, comme il l'a dit, Bouba, j'ai remporté un concours organisé par YouTube et Google qui consistait à réaliser une vidéo de 90 secondes sur le thème de la fraternité. Et sur 800 participants, c'est moi et mon équipe qui ont remporté le concours. Ça nous a permis de pouvoir voyager et découvrir Los Angeles. C'est comme dans GTA 5, hein? Grand maintenant. Mis à part ça, je réalise des courts-métrages. J'ai réalisé mon premier court-métrage en 3 parties qui s'appelle Vivre ou Mourir, que vous pouvez voir sur Facebook, Les Aventures de Small ou sur YouTube. Et là, je suis en train de préparer un court-métrage qui va s'appeler Un amour impossible, qui traite du racisme entre les Noirs et les Arabes lorsqu'il s'agit de mariage. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je compte présenter très prochainement. Et mon ami, là, c'est un vrai thème, ça. Les gens, ils ont fait oh. Ouais, parce que justement, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien depuis qu'on est tout petit, et ça m'étonne que personne n'en ait parlé jusqu'à présent.
et qu'il ait fallu que ce soit un jeune de banlieue habitant à la Grande Borne, en formation ni rien dans le cinéma, qui se dise ben vas-y, je vais parler de ce thème-là. Et le prochain thème, ça je vous le dis alors que je ne vais pas le réaliser tout de suite, c'est un court-métrage qui va s'appeler Le souffre-douleur, et ça va traiter d'un jeune caucasien qui est persécuté à l'école, victime de moqueries, injures, agressions, qui est, dénigré à la maison. En gros, on n'y prête pas attention, et de là, ces jeunes, ils se suicident à la fin. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'équipe de film? N'hésitez pas, on va pas vous manger. Si vous avez des questions, combien de jours de tournage, comment c'était dans la nourriture, n'hésitez pas. Quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer pendant toute la préparation de ce court-métrage? D'accord. Moi, pour ma part, c'était physiquement, c'était très compliqué parce que 2 jours avant le tournage, je m'étais blessé au niveau de la cuisse, j'ai eu une élongation. Et la scène où je mettais les 200 coups de pied là, était très douloureuse pour moi. Donc physiquement c'était dur, mentalement aussi parce que voilà, c'était comme si j'étais un chef d'orchestre et je devais mener à bien le projet jusqu'au bout, avoir réponse à tout. Voilà, le rôle du réalisateur, quoi, tout ce qui est l'organisation. Heureusement, franchement, non seulement sans mon équipe d'acteurs magnifique et mes techniciens, jamais j'aurais pu faire ce court-métrage, donc je les remercierai jamais assez. Et voilà, c'était plus physiquement, mentalement un peu, mais plus physiquement en fait. Voilà. Après, si vous avez rencontré des difficultés particulières, n'hésitez pas à me dire. La scène de bagarre. Non, faut pas rigoler tout de suite. La scène de bagarre, à l'heure actuelle, va laisser une séquelle. J'ai une cicatrice au niveau du nez. Parce que monsieur ici avait utilisé ses bagues alors que moi je les avais enlevées. Si je dis pas de bêtises. Ça a été difficile. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai toujours pas de femme à cause de ça. C'est pas mal, écoutez pas. Pourquoi c'est toi l'acteur et pas quelqu'un d'autre? Tu peux répéter? Pourquoi c'est toi l'acteur et pas quelqu'un d'autre? Quel acteur pourrait correspondre au rôle? Il nous restait à peu près 1 mois de prépa pour trouver tout ce qui était casting, boucler les lieux, tout ce qui est nourriture aussi, prévoir tout ce qui est logistique, quoi. Et puis après, en rentrant chez moi, un soir, j'ai constaté que cette histoire, en fait, c'était la mienne. Même si elle est un peu... ma mère n'est pas malade à ce point, Dieu merci. Mais cette histoire, en fait, elle émane un peu de moi, beaucoup même. Et j'ai appelé mon producteur et je lui ai fait savoir que franchement, vu le peu de temps qui nous restait, et vu que j'avais déjà des bases, de base je suis acteur, je lui ai fait savoir que je pourrais endosser le rôle de Iki dans le film Natou pour elle. Et lui, il m'a dit, bah, c'est exactement ce que j'allais dire, en fait, je te vois bien là-dedans, let's go, on y va. Voilà pourquoi je joue le rôle de Iki dans mon propre film, en fait. Voilà. Et j'ai voulu imiter un peu certains réalisateurs tels que Spike Lee, même Hitchcock, à l'ancienne, qui jouait dans ses propres films, en fait. Et ça n'a jamais gêné personne, donc je me suis dit, moi aussi, je vais le faire, quoi. Voilà. Bonsoir. Ma question, c'est quel est votre état d'esprit pour réussir dans votre carrière? Est-ce que vous visualisez les choses par exemple, je sais pas, vous voulez devenir Denzel Washington, donc tu visualises comme ça? Ou quel est ton état d'esprit pour réussir? D'accord. Mon état d'esprit, Malik, il a abordé en vite fait, mais nous, il n'y a pas que le moi. Hein. Notre état d'esprit, c'est de faire constamment pression sur le destin, en fait. Voilà, si on a envie d'être acteur, on fera tout pour l'être. Si on a envie d'être même pâtissier, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, on fera tout pour l'être en fait. Et je remercie mes parents de m'avoir donné une éducation assez dure, quoi, qui m'ont fait comprendre que voilà, je suis un jeune noir de banlieue, il faudra que je me batte plus que les gens, je dirais, de la norme pour avoir ce que je veux en fait. Voilà, et mon objectif n'est pas de devenir un Denzel Washington, je ne pense pas que j'atteindrai ce genre de niveau, mais j'aimerais en tout cas, humblement, hein, que mon parcours, enfin ce que je vais entreprendre dans ma vie, puisse inspirer voilà, des petits de quartier qui n'ont pas d'espoir, comme Malik l'a dit, des profs qui passent leur temps
à les rabaisser, à détruire leurs rêves, etc. Moi, je veux que quand ils me voient, moi ou les autres qui sont avec moi, ils se disent en fait c'est possible parce que Tigui l'a fait, parce que Malik l'a fait, parce que Hassan ils l'ont fait, quoi. J'aimerais être un exemple pour ces personnes-là, en fait. Voilà mon état d'esprit. Par rapport à Denzel Washington, Tigui, je pense que tu as les capacités pour devenir au moins quelqu'un d'important dans le cinéma, si tu y crois, et si tu continues à travailler comme ça. Ça, c'était ma petite parenthèse. Moi, la question que je voulais te poser, c'est quelles sont tes influences dans le cinéma? Merci pour ton intervention. Moi, en fait, nous, en banlieue ou autre, on avait un problème d'identification parce qu'on avait du mal à trouver des gens qui nous ressemblaient, qui soient érigés en tant qu'héros, en fait. Donc quand on avait des films comme Boys in the Hood, Menace to Society, même Kirikou, voilà, même Kirikou, c'était ça notre, comment dirais-je, notre modèle, notre exemple à suivre. Mais j'ai réussi à intégrer la FEMIS, qui est la plus grande école de cinéma d'Europe, et j'ai pu élargir mon champ de vision. Puis même avant ça, je me suis inspiré de réalisateurs tels que les frères Dardenne, voilà, ceux qui ont fait La Promesse, Spike Lee bien évidemment, des réalisateurs chinois aussi, les John Woo, les Tsui Hark, Wong Kar-wai, voilà, je vais épargner, je pense pas que vous les connaissez tous, mais des films modèles, par exemple Yamakasi. Moi quand j'ai vu Yamakasi, on peut dire ce qu'on veut sur le film, ouais bon voilà il est bancal, etc. Mais moi quand j'ai vu ce film, quand j'ai vu mes aînés, les grands quartiers érigés en tant qu'héros, moi ça m'a fait du bien, je me suis dit ah, nous aussi on peut le faire, moi je peux le faire, il y a moyen de faire quelque chose dans le domaine du cinéma. Et c'est ce que j'aimerais faire par la suite, que je sois un exemple pour ceux qui ont perdu l'espoir, quoi. Voilà. Merci. Et comment tu as eu l'idée de ce film? D'accord. Merci pour ta question. Je l'ai abordé vite fait au début. Quand je suis arrivé à la FEMIS, ils nous ont laissé carte blanche. En fait, l'objectif était de réaliser un court-métrage d'une 20aine de minutes sur le thème qu'on voulait en fait. Et moi, comme j'ai dit au début, voilà, je pensais beaucoup à ma mère, les rôles des mères de famille trop souvent minimisés, pas assez mis en avant. Et direct, je me suis dit, je vais faire un film, un fils, il va se sacrifier symboliquement pour sa mère en fait. Voilà, il ne va pas mourir, il va se faire tirer dessus ou quoi que ce soit, mais c'est symbolique en fait. C'est-à-dire les coups qu'il a eus, qu'il reçoit à la fin, c'est rien comparé aux 9 mois de grossesse, à l'éducation qu'elle a procurée et tout ce qui va avec. C'est rien comparé à ce qu'une mère fait de base en fait. Donc, mais même quand j'avais fait mon premier court-métrage avec France Télévisions, Utopia, je me suis dit, le prochain, j'aimerais bien rendre hommage à quelqu'un qui nous est cher. J'ai pensé direct à ma mère et à la mère de tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, j'en profite juste pour faire un éligo pour quelqu'un qui va d'arriver, monsieur Adama Patili. Moi, je te le dis tout de suite, là, tout de suite. Il a filmé dans le film, enfin, il a tourné dans le film Patient de Enfant Malade, dont ça semble dit, s'il vous plaît. Charbon. Donc, qui d'autre a des questions à poser? Est-ce que l'équipe a des choses à rajouter? Non, c'est bon. Ça va. Ben, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Je m'appelle Isabelle, je suis éducatrice dans un foyer à Rony-sous-Bois, dans le 93. Mais à la base, je viens d'ici puisque j'ai grandi à Nice. Et donc, Évry, Grigny, je connais bien. Donc ça fait 5 ans que je travaille en foyer, ça fait 12 ans que je travaille auprès des jeunes. Et donc j'ai fait 2 ans à Villers-le-Bel, et là ça fait ma 3e année à Rony-sous-Bois avec des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans et qui sont placés pour avoir commis des actes de délinquance. Donc des vols à l'arraché, des braquages, des cambriolages, et pour les cas les plus graves, des viols, des homicides. Dieu merci, il n'y en a pas non plus tant que ça. On est beaucoup sur des violences en bande organisée,
Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Aïda Gazité, j'ai 30 ans, je suis la présidente de l'association Avec moi, pour ceux qui connaissent. Donc ça a été créé en 2012, l'objectif étant de permettre aux jeunes filles du quartier populaire d'avoir un espace où elles peuvent s'exprimer et mettre en place d'actions fortes et solidaires pour avoir leur place à part entière dans la société française et dans les quartiers. On s'est rencontré avec Guigui pour faire le débat de ce film-là, parce que le thème du film, il est très intéressant. Donc c'est un jeune qui a un choix à faire entre deux choix. Donc soit de rester inerte, à rien faire, soit de passer de l'autre côté. Le choix qu'il a fait dans le film, vous l'avez vu, il est clair, on va en débattre plus tard. Donc on s'est dit, pourquoi pas allier la projection de ce film-là suivi d'un débat. Nous, la problématique du débat, c'est quel soutien, délinquance juvénile, quel soutien aux familles. Vous savez qu'en ce moment à Grigny, il se passe beaucoup de choses, comme partout ailleurs, mais particulièrement à Grigny en ce moment avec des événements il y a quelques mois. Certains jeunes ont été incarcérés, certains jeunes sont encore dans le quartier, certains jeunes ont des difficultés. On s'est dit pourquoi pas faire un débat où on pourrait essayer de trouver, pas des solutions, mais en tout cas essayer d'en discuter. Autour de moi, il y a des personnes qui sont dans l'éducation spécialisée, particulièrement la BJ. Donc chacun va se présenter et on va discuter ensemble. Donc c'est un débat, nous on va discuter, mais c'est vous aussi qui êtes acteur de ce débat-là. Donc on échange. Mon collègue de droite. Donc je me présente, moi c'est Gustave Mademba Keita. Donc j'ai commencé ma carrière professionnelle à la PJJ. Donc aujourd'hui j'y suis plus, mais j'ai travaillé aussi 5 ans à Villiers-le-Bel, donc en tant qu'éducateur en hébergement, ensuite éducateur en insertion, donc j'étais responsable d'une classe relais. Ensuite, j'ai travaillé un peu en milieu ouvert. Ensuite, je suis revenu dans mon département, donc j'ai travaillé à Évry. Et ensuite, j'ai intégré un poste à responsabilité à la mairie de Corbeil-Essonnes. Donc c'est ma ville natale. Donc voilà, Évry, Grigny-Corbeil, on est très proches. On a une histoire commune. Donc j'ai connu aussi une collègue qui est une sœur aussi, qui s'appelle Aya, puisque j'interviens toujours dans le cadre de mes fonctions à la PJJ aujourd'hui et dans le milieu de l'éducation spécialisée. On est dans la prévention spécialisée aussi. Et donc elle m'a proposé aujourd'hui de venir débattre sur un film que j'ai découvert aujourd'hui. Donc je tenais à féliciter Jiggy et toute son équipe pour ce court-métrage. Voilà, donc en gros mon parcours c'est ça. Et je suis en plein donc c'est mon quotidien, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avec les petits frères, avec les jeunes de nos quartiers. Donc voilà, je vis ça au quotidien, ça remplit mes journées. Et moi, je suis content d'être ici aujourd'hui pour pouvoir échanger avec vous. Voilà. Donc, on va entamer le débat directement. Comme l'a dit Aya, le thème du débat, c'est quel soutien aux familles pour éviter que les enfants tombent dans la délinquance. C'est bien sûr. Donc, nous allons poser la question au public. Mais d'abord, on va demander à Isabelle de parler un petit peu de son expérience et notamment de cette ordonnance de 45 qui différencie le traitement des délinquants juvéniles et des délinquants majeurs. Isabelle elle va nous parler, parce que quand on parle de délinquance juvénile, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Il y a des délinquants mineurs et des délinquants mineurs. En France, il y a un traitement qui est très particulier et Isabelle va nous en parler.
Donc en fait, avant, ce qu'il faut savoir, c'est que avant la guerre, les jeunes étaient jugés au même titre que les adultes, et que après la guerre de 39-45, il y a eu cette fameuse ordonnance de 45, donc, qui a été mise en place par un juge, je n'ai plus son nom, un juge pour enfants, qui a exprimé au gouvernement aussi le fait de justement séparer la justice des mineurs et des majeurs, parce que évidemment on ne peut pas traiter les deux de la même manière, sachant que la maturité n'est pas la même. Du coup, il y a eu une ordonnance de 45 qui depuis a été modifiée 34 fois, parce que en fait la délinquance des mineurs c'est un sujet qui va aussi au gré de ce qui se passe dans la société, et la politique a énormément d'influence dedans. Donc au début, vraiment l'objectif c'était de mettre l'éducation avant la sanction. On traitait la délinquance par rapport aux symptômes. Ça veut dire on allait chercher qu'est-ce qui fait que le jeune il part en vrille à un moment donné, et on essayait d'analyser son environnement et de l'aider à sortir de la délinquance à partir de ces paramètres-là. Sauf que la société, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle est de plus en plus, on va dire, du côté de la droite, même si on est sous un gouvernement de gauche, elle est très répressive. Je ne sais pas si je suis là pour faire de la politique, mais forcément c'est lié. Non, mais c'est lié. Ce que je veux dire, c'est que la société, elle a une influence directement sur la délinquance des mineurs. Et il y a eu les lois Perben, alors pareil en termes de date, je ne sais plus, mais qui ont fait que les lois, il y a eu la Perben 1 et la Perben 2, ont fait qu'aujourd'hui on axe la délinquance sur la responsabilité du mineur. Ça veut dire qu'on cherche moins à trouver les symptômes, on veut directement juger et responsabiliser le mineur. Et c'est là en fait où on est passé un peu à un basculement. Ça veut dire que même aujourd'hui, et moi je l'observe un peu dans les jugements, il y a des juges pour enfants, mine de rien, qui sont quand même assez répressifs. Et avec cette loi Perben-là, il y a eu la création des centres éducatifs fermés. C'est comme une... Enfin, c'est pas la prison. La prison, ça reste la prison, mais les centres éducatifs fermés, c'est pas non plus... t'es enfermé la quasi-majorité du temps. Ça veut dire qu'un jeune, il arrive en centre éducatif fermé, les 2 premiers mois, il ne sort pas. Il ne voit pas sa famille, et il a un éducateur qui lui colle au basque toute la journée. Donc ça peut rendre fou aussi. Alors après, selon certains profils, le passage en enfermement, un petit peu, ça peut peut-être lui remettre les idées en place. Mais de manière générale, pour moi, c'est pas une solution. Après, il y a tellement de choses à dire, je sais pas, je veux pas trop m'éloigner. Mais en gros, pour moi, c'est un peu le meilleur, ça serait un peu un juste milieu des deux. Ça veut dire qu'il faut traiter les symptômes, mais il faut aussi responsabiliser les jeunes. Parce que... Justement, les symptômes. Vas-y. Je dis que justement, les symptômes, quand il y a un jeune bascule à gauche, pourquoi il bascule à gauche? Donc, on se pose vraiment la question, pourquoi il bascule à gauche? Je rajouterais, et là c'est une question que je vais poser à vous tous, est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute des grands et des grandes du quartier si nos enfants tombent dans la délinquance, en sachant que, on sait ce qui s'est passé à Grigny récemment, il y a eu des vagues, des interpellations, il y en a plein qui sont tombés en prison alors qu'ils n'avaient pas forcément fait grand-chose. À Corbeil même, il n'y a pas si longtemps également, à cause des conflits interquartiers. Je vous demande à tous, est-ce que c'est de notre faute, est-ce que c'est de votre faute si les enfants aujourd'hui sont dans la délinquance? C'est la question que je pose à vous tous, que nous posons à vous tous. Et comment faire en sorte qu'ils évitent de tomber là-dedans? La faute des parents, ni la faute du système, et ni la faute de l'entourage. En fait, l'enfant, il est libre de choisir ses actes. Donc, en fonction de ça, il se façonne lui en choisissant de basculer du côté obscur. Il aura des conséquences en suivant le bon chemin et il aura des récompenses. Je veux commencer par dire déjà que moi, quand je discute avec les gens, il y a une chose que j'apprécie beaucoup, c'est que pour moi, je suis en train d'apprendre. En ayant le discours des personnes, j'apprends toujours. Et quand j'argumente sur une idée que j'ai, je ne pense pas avoir la vérité ou la science infuse, mais le but, c'est quand même de trouver un consensus sur, comme disait ma collègue, sur un juste milieu. Après, sur cette question, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire en partie, mais pas tout le temps, parce que pour moi, déjà, quand on parle de délinquance, il y a plusieurs formes de délinquance.
Moi, pour moi, dans certains cas, ce que tu dis, c'est la vérité. Il y a des personnes qui ont des parents qui sont présents, qui ont des grands frères qui leur, comme on dit chez nous, qui leur font le rappel, qui ont des discours éducatifs avec eux, mais à un moment donné, par deux choix, ils vont vers un chemin. Ça existe. Mais pour moi, on a tous une responsabilité dans les dérives de la société dans laquelle on vit, dans nos quartiers, tout ça, que ce soit les parents, les politiques, les grands frères, etc. On a tous une responsabilité. Moi, je parle là, je vais donner un exemple, hein, mais sur ma commune, en tout cas à Cambrai, on est dans des différentes formes de délinquance, mais dans une forme, il y a les grands frères, les politiques, le système qui va générer certains conflits entre les personnes, parce qu'on nourrit des fois l'appartenance au quartier, les clivages, on a un double discours tous sur certaines choses qui se passent, et après, dès que les conséquences elles arrivent, tout le monde essaye de jeter un peu la responsabilité, même si, effectivement, les actes qui sont posés, ils sont posés par des personnes, et à la fin, de toute façon, ce sera à eux de répondre. Mais en tout cas, même nous, en tout cas dans notre métier, moi, dans ce qu'on a appris, c'est que quand un mineur, par exemple, il a une dérive délinquante, c'est que, voilà, dans les symptômes, on dit toujours que c'est parce qu'il y a un problème, soit dans la famille, soit ailleurs, mais en fait, on ne responsabilise pas le jeune directement en disant, voilà, on essaye toujours de chercher la raison pour laquelle il y a eu cette dérive. Après, il y a beaucoup d'exemples, effectivement, on en parle aujourd'hui beaucoup. Les familles, elles sont différentes, des fois il y a des familles monoparentales, etc. Même s'il y a certaines familles monoparentales avec des enfants qui firent pas mal, etc. Donc, voilà, c'est pas toujours tranché, mais pour moi, la responsabilité, si chacun se responsabilise à un moment donné et essaye de faire une remise en cause sur tout ce qui se passe, je pense qu'on a des choses à se reprocher, en tout cas, moi le premier. Est-ce que c'est pas, parce que tu veux parler du climat familial, est-ce que de base l'éducation se fait pas dans la famille? Est-ce que la base, la responsabilité ne vient pas de la famille? Est-ce que c'est pas la faute des parents si les enfants tombent dans la délinquance? Réagissez, moi je vais vous réagir. Réagissez. Oui, certes, il y a un rôle, l'éducation a un rôle. Je pense qu'on a tous aussi, nous, enfin, on est responsable de nous-mêmes, comme l'a dit Isabelle, une part de responsabilité, donc on fait des choix dans la vie. Après, il ne faut pas oublier que la délinquance, ça suit aussi souvent la précarité, parce que quand on n'a pas d'argent, tout simplement, c'est pas un hasard si la délinquance, il y en a plus dans les quartiers populaires, c'est aussi parce que c'est là où on retrouve le plus de pauvreté, de précarité. Donc quand on a moins de perspectives d'avenir, comme on a parlé de Tigui tout à l'heure, quand on n'arrive pas à s'imaginer une vie future, voilà, dans certains métiers, que voilà, on ne se projette pas, je pense que forcément on voit ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Ce sont ce genre d'exemples. Et c'est là où les grands frères peut-être ont une responsabilité, puisqu'ils donnent parfois le mauvais exemple. Tu vois, c'est des choses comme ça. Mais en tout cas pour moi, le premier problème, c'est quand même cette précarité qu'on retrouve et qui va pousser à ce manque aussi de culture autour de nous. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de causes. Pour moi, moi, les parents, c'est pas totalement eux, mais pour moi, il y a les parents, c'est la base. Moi, j'ai travaillé dans l'animation à Saint-Denis, j'ai été éducateur un peu partout, et pour moi, c'est la base, c'est les parents. Comme il a dit tout à l'heure, quand tu vois, par exemple, un enfant qui est un peu, on va dire, décalé, qui a des problèmes de comportement et tout, tu vois la famille, tu comprends tout de suite. Donc ce que tu es en train d'essayer, c'est quelque part, les enfants sont le reflet des parents. Parce que c'est ce que certains disent. Ce sujet, malheureusement, c'est un sujet vaste, ça peut être tout le monde. En gros, la responsabilité, elle peut être pour tout le monde. Les parents, comme l'éducation, etc. Là, étant donné que tu parles des parents, je vais en revenir, je vais parler de ça tout de suite. Tu vois, de la naissance à 3 ans, l'enfant est qu'avec ses parents. La mère ou le père, ou séparés, étant donné que voilà, les parents ils ne sont pas tout le temps ensemble. Mais de 0 à 3 ans, l'enfant est avec les parents. De 3 ans jusqu'à 16 ans à 18 ans,
l'enfant est à l'école. Qui dit à l'école, professeur. Qui dit professeur, élève. Donc en gros, il connaît, il y a la fréquentation. Souvent la délinquance vient de la fréquentation. Les parents, ce qu'on peut reprocher aux parents, c'est juste le fait que malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc l'enfant, voyant ça et voyant ce qu'il voit, voyant qu'il y a de l'argent facile à faire à l'extérieur, l'enfant se dit, je vais devoir aller faire des bêtises pour subvenir aux besoins de ma mère et de mon père. Parce que voilà, il y a des soucis à la maison. Donc si on peut mettre une responsabilité aux parents, c'est juste parce que c'est juste de ce fait-là que voilà, ils ont des difficultés. Donc l'enfant a envie de faire des mauvaises choses pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais encore là, c'est un peu complexe. Mais comment dire, il y a ce que je voulais en venir, c'est qu'étant donné que les enfants sont pratiquement à l'extérieur, c'est plus la fréquentation que les parents. Parce que les parents, ils auront bon. En plus, écoutez, là, on est arrivé à un stade où on enlève les droits des parents. Le droit de mettre une fessée à son fils, lui crier dessus, etc. Moi, je me suis fait tabasser quand j'étais petit. Et à l'heure actuelle, j'en ai 25 et je remercie ma mère de m'avoir bien tapé quand j'étais petit parce qu'aujourd'hui, je suis un homme et un vrai et je la respecte. Tandis que là, les parents, quand ils vont mettre une fessée ou juste crier sur leur enfant, étant donné qu'on donne tous les pouvoirs aux enfants, ben maintenant, les parents, on leur retire leurs enfants, on les envoie en prison. Faut penser à ces trucs-là aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout voilà, c'est la responsabilité de tout le monde, mais c'est pas forcément que les parents, parce qu'à partir du moment où on est à l'école, etc., on est assez grand, on rencontre, il y a la diversité, il y a les études, etc. La personne, elle choisit de continuer ses études ou pas, et elle est dirigée, soit elle est forte, soit elle n'est pas. Mais après, qui dit parents, après, on doit mettre la religion, et parce que c'est tout un tas qui font que l'être humain devient ce qu'il est plus tard, ou ce qu'il veut, voilà. L'objectif, c'est pas de trouver un coupable. Si on mettra en prison cette peuple-là qu'on avait. Donc c'est vrai que ça peut être la fréquentation, ça peut être les parents, mais on a eu des cas dans nos expériences où des fois il n'y avait aucun souci dans la famille et que l'enfant il était basculé. Des fois il y avait plein de soucis dans la famille et l'enfant il devenait ingénieur. Donc en vérité il n'y a pas de... C'est ce que je vais lui dire. Voilà, il n'y a pas une règle fixe, mais je pense qu'il faut aussi qu'on soit un peu plus terre à terre et qu'on trouve pas des solutions parce qu'on n'est pas Superman, mais qu'on essaye de réfléchir ensemble sur, on a parlé des symptômes, qu'est-ce qui fait que tel jeune passe de l'autre côté et qu'est-ce qu'il pourrait faire qui ne passe pas de l'autre côté aussi. Donc ça, je pense que c'est bien de trouver les coupables, mais c'est bien de trouver des solutions. Quand il s'agit de pointer du doigt le coupable, l'éducation nationale, l'État, la famille, l'environnement, moi je suis d'accord, c'est tout ça, mais quand j'essaie de trouver des solutions, il n'y a pas grand monde en général qui parle. Donc on va essayer d'être posé, dire ce qu'on pense, franchement, mais essayer de réfléchir ensemble sur quelque chose de concret. Comment on peut soutenir les familles dans ça? Comment on peut renseigner les familles? Comment on peut essayer par le sport, par l'insertion, par la musique, même si j'en écoute pas, par tout ce que tu veux. Comment on fait pour essayer de canaliser notre jeunesse? Parce qu'au final, même si on accuse, quand on regarde les familles, même si moi je ne suis pas délinquant, j'ai mon petit frère qui est délinquant. Même si moi je ne suis pas délinquant, j'ai mon cousin qui l'est. Donc en vérité, ça touche tout le monde. Donc on va essayer de recentrer le débat sur quel soutien on peut apporter aux familles dont les enfants ont des choix difficiles à faire. Maintenant, il y a des professionnels autour de vous, dans le public, des gens qui ont de l'expérience. On échange, on débat vivement et on essaye d'avancer. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une problématique complexe, donc il y a plein de sujets à voir. Chercher à responsabiliser soit l'État ou la famille, c'est trop facile, on va dire. C'est une problématique complexe qu'il faut voir de différents angles. Moi j'ai grandi à Grigny, j'ai quitté Grigny en 2007. Après j'ai fait un peu le tour de l'île de France, j'habite maintenant vers Corbeil, là, à Saint-Pierre-du-Perret. Et donc moi j'ai eu des parents qui étaient fermes, en tout cas mon père très ferme au niveau de ce qu'il nous autorisait à faire. Ça m'a pas empêché de faire des conneries. Donc d'avoir l'influence, en fait, quand on est dehors, on est influencé. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Et ça vient surtout de la personne. Parce que les parents, ils peuvent vous mettre une pression, mais quand tu arrives dehors, tu fais ce que tu veux, finalement. Donc il y a un travail intérieur à faire. Moi, après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire... au début, je lisais pas beaucoup. Donc après, j'ai commencé à faire de la lecture rapide.
Donc j'ai commencé à lire des bouquins d'américains, des bouquins sur le développement personnel. Ça aussi, ça aide beaucoup. Et puis il n'y a pas de notion de coût. Ça veut dire un livre, ça coûte 6 euros ou ça coûte 10 euros. Ça coûte rien. Ça apporte beaucoup de contenu. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Parce que l'éducation, c'est pas tout. Quand on apprend à faire des maths, on apprend de la géométrie, mais c'est parce qu'on utilise au quotidien. Il faut savoir communiquer avec les gens, il faut savoir développer des compétences, développer du lien social, de l'intelligence sociale. Ça aide en fait à sortir d'un cadre où on se sent enfermé. Donc ça, je trouve, c'est important. On peut être dans un quartier, mais avec les bouquins, avec les connexions qu'on peut faire avec les gens, on peut du coup apprendre plein de choses rapidement, on peut voyager, on peut apprendre des choses des gens. Et ça permet de sortir de ce cadre qui pousse vers la délinquance. Il nous reste 10 minutes. Donc, comme l'a dit Aya, pour recentrer un peu plus le débat, ceux qui ont des initiatives qui pourraient, servir entre guillemets de solution pour éviter que les enfants tombent dans le côté obscur. Par contre, je voulais contredire un petit peu le jeune homme pour dire que la délinquance, en fait, c'est quelque chose d'un peu compliqué parce qu'on est là, on est en train de débattre, mais dans la salle, là, je ne vois pas le délinquant. Déjà, il faudrait déjà les inviter, leur proposer, pour commencer. Non, on n'a pas tous été délinquants. On a dérivé à un moment dans notre vie, mais on n'a pas été délinquants. Délinquant, c'est avoir un casier. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Après, ce que je voulais dire, c'est que la réponse de la question qu'on est en train de se poser, elle se trouve un petit peu dans le film. J'ai pas retenu vos noms, les acteurs. Je suis désolé. À un moment, ta copine t'a proposé de l'aide. Tu l'as refusé. Et très souvent, c'est ce qui arrive dans la rue. On nous propose de l'aide. Nos parents nous proposent de l'aide. On le refuse. Donc la réponse c'est quoi? C'est notre choix à nous. On le fait tout seul. On dérive parce qu'on n'est peut-être pas bien. Et qu'on se dit, les gens n'arrivent pas à nous comprendre. Tout simplement. Et que, à force de réfléchir, on mûrit. On devient plus grand. Et c'est là qu'on se rend compte que tous les gens qui nous ont proposé de l'aide, dans le moment où ils nous l'ont proposé, on les a pris pour un peu pour des vas-y, laisse-moi tranquille, tu vois ce que je veux dire. Et par la suite, quand on grandit, qu'on devient un homme, qu'on fait une famille et tout, on se dit, en fait, tous ces gens-là, ils nous ont beaucoup aidés. Tu vois. Et c'est ça, en fait, la délinquance juvénile, c'est essayer de comprendre pour ensuite faire grandir la personne. Et c'est pas seulement se dire, oui, le problème, est-ce les parents, les politiciens? Non, le problème c'est nous, avant tout. Et arrêter aussi de se dire on vient de tel quartier, on ne peut pas réussir. On est noir, on est arabe. Déjà ces termes, j'aimerais qu'on arrête de les utiliser, on est des êtres humains. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit arabe, peu importe. Si tu as envie de réussir dans la vie, tu te lèves le matin quand le réveil sonne et tu vas réussir, tout simplement. Déjà une très belle intervention. Et dans le film, pourquoi il a refusé l'aide d'Aminata? Enfin, dans la version plus longue, parce que de base il y avait une version plus longue du film, c'était expliqué. En fait, il refuse son aide parce que pour lui, il doit rendre l'appareil à sa mère. En fait, elle a été toute seule. On suppose que le papa il est mort ou il n'est pas là ou il est divorcé. Donc tout ce que sa mère lui a donné, elle l'a fait toute seule en fait. Et lui, il veut faire la même chose, mais j'ai voulu juste l'insinuer dans la version plus courte parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait. Voilà pourquoi il refuse l'aide d'Aminata quand elle lui propose l'argent. Elle lui dit oui, mais c'est un peu, comment dirais-je, ça peut faire écho avec ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire beaucoup, on demande beaucoup demandent l'aide, mais peu sont aptes à la prendre quoi. Des acteurs, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des écrivains, des sportifs. Et je trouve que c'est vraiment un point, pas du tout le mien, je leur fais de la pub, mais je trouve que c'est excellent. Ça permet vraiment aux gens de s'identifier, de se dire qu'eux aussi ils peuvent réussir, et voilà, autrement que dans la délinquance. Je pense que c'est aussi un facteur. Le fait de ne pas pouvoir se projeter, c'est ce qui fait aussi qu'on tombe voilà, dans ce côté obscur comme ça. Comment faire pour éviter la délinquance? Moi, à mon avis, je pense qu'il faut déjà avoir des modèles.
des modèles de réussite. Parce qu'on nous dit toujours ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit le faire. Mais si on ne nous fait pas montrer les choses, on ne peut pas comprendre. Après, je reviens sur ce qu'une personne a dit, en disant qu'il n'y avait pas de délinquants ou autres ici. Après, on ne peut pas savoir, ça se trouve, il y a eu des ex-délinquants ou des trucs comme ça. Moi, apparemment, moi avant, j'avais un éducateur. Il parlait souvent de choses, mais il ne me faisait rien voir. Et moi, je voulais voir les choses. Il faut quand même parler de quelque chose, tu peux t'en sortir là, tu peux t'en sortir là, je voyais rien. Un jour j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé, qui m'ont fait voir comment ça se passait, comment on travaillait avec les enfants. Quand je venais à l'SMJ, je voyais la joie de vivre, des choses. Et par rapport à ça, on s'identifie souvent. Et après, par rapport à la délinquance juvénile aussi, c'est que nous aussi, on a nos modèles des grands du quartier. Quand on voit un grand du quartier avec une nouvelle paire d'Air Max, on voit comment il est sapé et tout. Nous, ça nous fait kiffer. Et même par rapport à nos films qu'on regarde aussi, comme Malik qui disait, les Boys in the Hood, des menaces, des wesh négro. Genre, on s'identifie souvent sur des trucs comme ça. Et quand on s'identifie à quelque chose, c'est normal qu'on reproduise ce qu'on voit. Et pour calmer les jeunes délinquants, il faut leur faire montrer des gens qui ont réussi dans le cinéma, et Inch'Allah Jiki, ou des gens qui réussiront dans d'autres choses. Mais il faut voir les choses à long terme et à l'avenir. Bonsoir tout le monde. Je pense que quand on est ici pour un sujet qui touche tout le monde, essentiellement nous les mamans, c'est vrai qu'on n'est pas les moteurs de l'éducation, en partenariat avec les papas, mais beaucoup plus, ça retombe sur nos épaules. Donc je pense qu'aujourd'hui, le terme délinquant, c'est un terme énorme, c'est un terme qui touche pas tous les enfants. Aujourd'hui, si les enfants sont en dérive, je pense qu'il y a un manque d'épanouissement. Donc pour revenir à ce que la dame a dit, pour pouvoir avoir accès aux livres, il y a des médiathèques, il y a beaucoup de choses qui devraient être accessibles essentiellement dans les quartiers comme les nôtres. Donc je pense que la lecture, c'est une bonne voie d'épanouissement. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Et je vois aussi que les enfants comme les miens, je donne l'exemple de mes enfants, ils ont eu du mal à s'épanouir à Grigny. Et des fois, j'ai du mal à les laisser sortir parce qu'effectivement, il n'y a pas ils n'ont pas des lieux adéquats d'épanouissement. Et donc, c'est ça aussi qui fait que les enfants, ben voilà, ils tournent en rond, ils se cherchent des jeux qui ne sont pas des jeux de leur âge. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte aussi dans les dérives de l'éducation. Et je voudrais mettre aussi un point d'honneur sur l'école. Parce qu'on a parlé de tout, mais essentiellement l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école quand ils vont à l'école? Donc on a tous été sujets, à un moment ou à un autre, à Grigny en tant que parents, à des offres plus ou moins alléchantes pour sortir nos enfants de ces dérives scolaires. Mais nos enfants, ils ont besoin de tout, sauf peut-être de psychologues, de soutien, de SECPA, tu sais mieux que moi. Donc ils ont besoin de soutien scolaire. Ils ont des difficultés, certes. Ils ont besoin de soutien scolaire. Ils ont besoin qu'on ait confiance en eux. Et lorsqu'on aborde un parent dans ce sens-là, sur une problématique scolaire, il faut que l'équipe éducative ait des mots adéquats pour encourager non seulement le parent à chercher des solutions, et que l'équipe éducative aussi cherche des solutions adéquates. Donc les enfants aussi ont besoin d'être reboostés. Nos enfants, à plus bas âge, on leur donne pas assez envie d'avancer. Et je pense que c'est ça qui est un des facteurs qui n'amène pas à une réussite. Et je dirais pas que ça soit de la délinquance, c'est juste des dérives. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à toi. Alors, moi je rejoins un peu ce qu'a dit Djouma en fait, parce que par rapport à l'éducation, en fait, l'éducation scolaire, parfois les enfants, on les laisse à l'école à 8h du matin. Il y a des enfants qui sortent à 16h, il y a des enfants qui restent à l'école jusqu'à 18h. Donc 4 jours par semaine, ils sont à l'école de 8h à 18h. Nous, on est parents, on va travailler, on les voit quasiment jamais. D'accord? Donc c'est quasiment l'école qui les éduque. Moi, j'étais élève et maintenant je suis parent. Moi, en tant qu'élève,
j'aurais aimé, après c'est peut-être de ma faute, hein, j'aurais peut-être dû plus investir mes parents dans ce que je faisais à l'école. Parce que moi, il y a des trucs que j'ai fait à l'école, j'ai fait un cursus scolaire. Parfois, je prenais des matières, je ne savais même pas ce que c'était. Je les prenais parce que les copains ils prenaient ou parce qu'il fallait que je prenne quelque chose. Voilà, j'ai réussi quand même à avoir mes diplômes. Sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais de 8h à 18h, on a nos enfants qui sont à l'école, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait rien. Moi, personnellement, ça n'a pas toujours été de ma faute, mais je me suis parfois retrouvé dans des situations, je me disais, mais comment je vais m'en sortir? Donc moi, en revenant pour recentrer le débat, une des solutions qu'il faut donner, c'est que les parents, il faut qu'ils s'investissent plus dans tout ce qui est scolaire de leurs enfants. Moi, comme je vous ai dit, j'ai été élève, j'ai été enfant. Mes parents, ça va, ils se sont quand même un minimum investis. Et moi, pour mes enfants, je fais en sorte de m'investir. Parce que de 8h à 18h, nous, on travaille, on les dépose le matin, on les récupère le soir, le temps d'aller de les mettre au lit, on les voit quoi 3 jours dans la journée, 3 heures dans la journée. 3 heures dans la journée, c'est quasiment l'école qui les éduque. Donc, il faut vraiment mettre un point d'honneur à ce que les parents s'investissent dans l'éducation scolaire de leurs enfants. J'ai entendu un peu tout ce qui s'est dit et c'est souvent comme ça en fait. Les personnes qui viennent, c'est des gens qui sont engagés, qui ont un parcours parfois compliqué, mais ça montre une très bonne volonté. Moi, pour ma part, ce que je voulais dire au public, aux parents qui sont là, aux jeunes et même à mes collègues intervenants, c'est que sur la vie des quartiers, il faut à tout prix qu'on, tous ensemble, on essaye de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir sur la problématique qu'on a en plus d'une minorité, mais qui est très visible, des jeunes qui posent des actes qui parfois nous dépassent, alors qu'en réalité, en tout cas pour moi, je le vois tous les jours. Donc moi je vais dire une vérité ici aujourd'hui qui va peut-être choquer, mais c'est la vérité. Moi, ce qui s'est passé à Grigny, ça aurait très bien pu se passer chez moi à Corbeil, et ça s'est déjà passé chez moi à Corbeil, au Tarteret, où voilà, il y a déjà des policiers qui ont été aussi agressés, et puis à la fin, c'est presque fêté, parce que on vit quelque chose où en réalité, si on n'est pas terre à terre, si on ne se dit pas la vérité, on va sortir d'ici, demain ça se repasse et on revient. La vérité, elle est que nous, aujourd'hui, il faut avec des gens comme Bouba, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça, on arrive à se remettre en cause et à s'impliquer directement sur nos jeunes, à travailler sur leurs problématiques et de leurs problématiques, les amener vers quelque chose qui peut les élever. Parce que ce qui se passe, déjà les gens ils changent tous. Tout le monde change. Moi je suis là aujourd'hui dans la casquette de celui qui va pas donner des leçons mais qui parle avec une certaine hauteur, etc. Alors qu'on a été nous aussi dans les problèmes de nos petits frères qui s'opposent avec la police, etc. Parce que on sent à un moment donné qu'on est stigmatisé. On a des choses à revendiquer et l'énergie qu'on a qui est parfois en plus grande et les jeunes qui font ça souvent, quand on creuse bien, on se rend compte que quand ils changent, ça devient les meilleurs. Parce qu'en vrai, c'est pas des mauvaises personnes, c'est parce qu'on est dans une confrontation où c'est comme ça. Et il y a des grands frères qui sont pas encore à notre niveau, qui leur disent vous êtes des bons, c'est bien ce que vous avez fait, vous êtes des bonhommes, parce que voilà, vous êtes la police, ils nous ont fait ça, ils ont tué Adama, ils ont fait ça à lui, ils ont fait ça à lui, ils ont fait ça à lui. Quand vous leur répondez comme ça, c'est une certaine manière. Alors que, en réalité, nous on perd, il faut dire la vérité. Dans un État, partout dans n'importe quel pays où on va aller, l'État c'est l'État. On a beau revendiquer des choses, dire que voilà, quand on rentre en confrontation avec eux, on ne va pas gagner. À la fin, on va perdre parce que c'est nous qui allons perdre le plus de personnes et l'institution, elle est avec l'institution. Elle n'ira pas
elle ira pas avec des personnes qui ne jouent pas le jeu de cette institution. Moi, j'ai appris ça. Moi, je suis d'origine malienne. Je pars au Mali depuis que je suis tout petit. Et moi, c'est au Mali que j'ai compris ça. Parce que moi aussi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas la police. Je ne les aimais pas parce que j'ai grandi comme ça. Je les aime pas. Mon collègue qui est là, qui a parlé tout à l'heure, qui a dit qu'on n'est pas des délinquants. Effectivement, on n'a jamais été on n'a jamais dépassé les hautes. Mais on a été considérés aussi, à un moment donné, comme des délinquants par certaines personnes. Donc on n'aimait pas la police. Je pense que Bouba, il sait très bien. Moi, quand je suis allé, pour vous redonner la parenthèse, quand je suis allé au Mali, un jour, j'étais jeune, hein, j'avais 13-14 ans, et on s'est fait contrôler, moi et mon cousin, par les policiers. Donc on s'est fait contrôler, lui il conduisait, moi j'étais à côté, et il manquait quelque chose, ou peut-être qu'il manquait rien du tout, mais à un moment donné, il a donné de l'argent aux policiers. Quand on a continué le chemin, moi je lui ai dit, mais... parce que je voyais qu'il parlait, il rigolait, c'était très amical. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses des policiers, toi? Il m'a dit, mais il n'a pas compris déjà ma question. Il m'a dit, ben moi les policiers, qu'est-ce que j'en pense? C'est nos frères, c'est ceux qui font notre sécurité. C'est les forces de l'ordre. Nous on est ici, tout le monde aime bien les policiers. Les policiers, on n'a rien contre eux, au contraire, ils sont là pour servir. Et là, après, longtemps après, j'ai compris que voilà, quand tu décides à un moment donné d'être à un endroit, il faut avoir un juste milieu. Comme la collègue elle a dit tout à l'heure, nulle part c'est parfait, il y a des bons, il y a des mauvais côtés. En tout cas, moi, pour ma part, ce dont à quoi je réfléchis tous les jours en ce moment, c'est mes petits frères qui sont à Grigny, qui sont à Évry, qui sont à Corbeil, qui sont à Beaumont, qui sont dans toutes les banlieues. Moi, avec les différentes associations comme celle d'Aya, comme des associations culturelles, des associations sportives qui font un très bon travail et des militants aussi, des activistes engagés. Il faut qu'à un moment donné, on se rassemble et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour nos jeunes qui posent problème, qui ont des qualités dans beaucoup de choses, qui sont braves, qui sont des vrais soldats. Parce que quand on est tout seul avec eux, on a aussi ce regard-là envers eux et ils le sentent. Ils le sentent, parce que c'est bien beau de faire des phrases, demander des assises pour que tout le monde se fasse passer pour le plus droit, le plus blanc, le plus clean, etc. Mais on a aussi cette petite fierté envers nos jeunes, des fois, qui font des grandes choses. Parce que les hommes, c'est comme ça. Les grands hommes, ils font des grandes choses et parfois, nous, ces actes-là qui sont posés, ça nous arrive, des fois même c'est indépendant de notre volonté, mais on leur montre d'une certaine manière que c'est grand. Il faut leur dire qu'ils ont des qualités, qu'ils ont des vraies qualités, que c'est des bonhommes, que ça pourra devenir ils seront meilleurs de toute façon à un moment donné. Parce qu'on change, il faut donner le temps aussi à nos jeunes de changer. Il y a des déclics dans la vie qui arrivent et qui nous font prendre conscience de certaines choses. On fait tous des erreurs, mais au moment où, même avant ce déclic, il faut que nous, en tant qu'acteurs sociaux, culturels, etc., on essaye de les amener sur les qualités qu'ils ont à des choses qui pourront leur apporter. Des fois, ça peut être... moi, je suis sûr qu'on a des jeunes qui pourraient être de très bons... je vais aller dans l'extrême, hein, mais qui pourraient être de très, très, très bons militaires, de très bons, peut-être même policiers d'élite, etc. C'est des bonhommes, c'est des braves. Il y en a, ils ne reculent pas devant le danger. Et voilà, sauf que là, ils ont une force, mais qu'on utilise mal. Et pour moi, c'est ça qu'on peut apporter en plus. Je vais peut-être commencer par la solution, elle vient de tous ensemble. Parce que tout seul, c'est très compliqué, mais c'est à différents niveaux, parce que pour moi, il n'y a pas une personne qui est responsable de la délinquance. Tout comme Elsa, tu disais, la majorité de la délinquance, elle est dans les quartiers populaires. Ça, c'est juste un prisme, en fait. C'est un point de vue que les médias nous ont mis dans la tête. Pour moi, la majorité des grands délinquants, ils sont peut-être même au niveau de l'État. Et le problème, c'est que... comment dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, je vais essayer de faire vite. Non, c'est pas pour dire que c'est que l'État, parce que je travaille aussi pour l'État et du coup, par où commencer ?
commencer. En fait, je vais prendre les familles. Les familles, il y a un monsieur qui disait « Mon père, il m'a mis des règles ». Mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Moi, ce que j'ai remarqué en bossant au foyer, parce que j'ai une majorité de jeunes hommes, quasiment, enfin à 90% dans les foyers, c'est des jeunes hommes. Et ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'il y a une vraie fracture entre les pères et les fils. Ils se parlent plus, ils se comprennent plus. Et très souvent, j'ai même des pères qui me disent « Vas-y, gardez-le, lui, j'en veux plus ». Et en fait, le travail que j'essaie de faire, c'est de remettre de la communication entre les pères et les fils. Parce qu'en fait, si on arrive à analyser un peu la vie de l'un et de l'autre, on verra que le père, il est très souvent aussi préoccupé entre les problématiques. Il doit faire vivre sa famille, mais aussi très souvent, il doit faire vivre, pour ceux qui sont issus de l'immigration africaine et maghrébine, très souvent, ces papas-là, ils ont une double responsabilité. Ça veut dire qu'ils doivent à la fois faire vivre les familles au pays et faire vivre la famille ici. Du coup, la majorité de leur temps, ils le passent au travail. Et pour eux, ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils travaillent, ils n'ont pas forcément le temps de parler à leurs enfants. Mais je pense que ça, c'est un temps à prendre. Les règles, bien sûr que c'est important, le gamin, il en a besoin pour se construire, mais il faut communiquer avec. Et de l'autre côté, moi, par exemple, en tant qu'éduc, j'ai aussi une grande responsabilité. Ça veut dire que la valorisation, elle est très importante. Quand tu dis dans ton film que y a des profs, en gros, ils disent, en gros, il y a beaucoup de profs, parfois vous êtes des nuls, vous n'y arriverez pas, ou toi ce sera un BEP, en tout cas on ne te donne pas une perspective sur ton avenir. À la base, c'est toi qui passes 8 heures de ton temps avec eux. Si tu ne les valorises pas, tu peux détruire un gamin. Du coup, bien sûr qu'il faut travailler sur l'estime du gamin. Après, la dame, elle est partie, mais son discours, il m'a beaucoup touchée. Les mamans, très souvent, elles se retrouvent dans une position entre les deux. Entre les pères et les fils, elles font tampon. Et je pense qu'il faut aussi apporter beaucoup d'aide à ces mamans-là. Et de manière globale, l'aide, elle va arriver par le tissu. Et nous, on est des militants, au-delà aussi d'être des travailleurs sociaux. L'éducation populaire, c'est très important. La lecture, c'est très important. Et pour ça, en fait, du coup, la responsabilité, elle est partagée. Ça veut dire que l'État, il doit absolument investir dans ces quartiers-là. Il doit investir dans les médiathèques. Il doit faire en sorte que le savoir, il soit gratuit. Les initiatives comme ça aussi, elles doivent se multiplier. J'en prends une qui est super bien, je vous y invite, parce que très souvent on habite dans le 9-1 et on a la flemme d'aller dans le 9-5, mais en fait il faut se bouger, il y a le RER, ça va, c'est pas si loin. Il y a Bibliothèse par exemple qui est à Sarcelles, où c'est un frère qui s'appelle Ossine, enfin un frère, un ami, un collègue militant, qui s'appelle Ossine et qui a monté donc Bibliothèse, et en fait il fait venir tous les mois des écrivains et on partage ensemble, mais il faut que jeunes et moins jeunes, c'est de l'intergénérationnel aussi qu'il faut. Ça veut dire qu'il faut aussi organiser, moi j'aimerais bien voir dans ces salles-là, des papas aussi. Des papas qui viennent, donc inviter les papas. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas fait, parce que c'est peut-être difficile de les faire venir, parce que les pères ils sont à la mosquée et c'est très bien. Mais il faut, je pense que les gens ils se rencontrent. Et tout comme moi, ce que j'essaie de faire dans mes suivis avec les jeunes au quotidien, j'intègre la famille. C'est vrai que moi, en foyer, les gamins, je les réveille le matin. Je fais les coucher aussi, parce qu'on est en 3-8. Donc c'est le matin, l'après-midi, les nuits. Donc j'assiste au coucher des gamins, j'assiste au lever des gamins, je les accompagne à l'école, je rencontre aussi leurs proviseurs, mais de manière générale, je fais tout. J'essaie de faire une majorité de choses avec les parents. Pour moi, c'est systémique en fait. On a chacun une part à apporter. Pour les parents, le père surtout, en général, c'est le manque de communication entre le père et le fils, c'est une question de respect. Quand le papa, du moins chez nous, dit quelque chose, c'est cette chose-là, point barre. Même si on n'est pas content, même quand on sort de la maison, on ne suit pas les règles qu'on nous a enseignées, on le fait. Je l'ai fait, et ma fille le fera, et mon fils aussi. Et pour monsieur Gustave, quand il s'agit de la police, moi ça fait 1 an que je suis sur Grigny, j'ai jamais vu autant de policiers de ma vie, j'ai 36 ans. J'ai jamais vu de policiers aussi mal polis. Je me suis fait agresser verbalement et vous bassez, moi je suis pas quelqu'un qui ferme ma bouche.
il m'a tout simplement signalé, enfin il me l'a dit ouvertement, il fait je l'ai caillé, mais c'est une femme soumise. Après, je lui ai montré ma soumission. C'est lui qui a l'arme. Voilà, il suffit d'enlever l'arme, après on va avec les coups. Maintenant, moi j'ai un grand problème, tout ce qui est éducation, mais alors surtout à Grigny. Je fais de l'aide aux devoirs dans une association. Mes enfants sont en maternelle, d'autres au collège, donc je vois à peu près ça. En maternelle, ils les mettent dans une demi-heure pour calmer l'enfant, parce qu'ils sont trop agités. Il y a des classes spécialisées, et ça continue en primaire. Ils appellent ça les classes ou les clans, après voilà. Ils ont tendance à mettre tous les enfants, et ça, à les voir dans toutes les écoles, tous les enfants de Grigny, excusez-moi pour le mot, mais c'est des teubés. C'est des enfants qui ne savent pas ni lire, ni écrire, ni rien de tout ça. Sauf que je les ai prises en tant qu'animatrice. Je fais de l'aide à devoirs, et j'ai vu que les enfants, ils savaient lire. Ou ils ne savaient pas, mais ils ont appris en 3-4 jours leur alphabet. J'ai une gamine de 12 ans qui ne savait pas lire, ne connaissait pas ses alphabets. Et une semaine après, il y a sa mère qui vient avec ses frères pour me dire merci. Oui, Ami, elle ne savait pas l'alphabet. Elle a 12 ans. Enfin, à 12 ans, tu apprends quelque chose, quoi. Tu vas à l'école tous les jours. Et voilà, ils l'ont mis comme ça dans des... Je pensais que c'était la seule. Sauf que non. On s'est retrouvés, j'en trompe moi. Je me suis retrouvée avec, parce que la dame justement elle en a parlé, avec ses copines, et je me suis retrouvée en quelques jours, une quarantaine de gamins qui ne savaient pas lire, ou soi-disant ne savaient pas lire. Mais il fallait juste prendre un instant avec eux, et voilà, ça se déclenche naturellement après, quand on a envie, on a tous les tripes qui commencent à s'enjaillir. Au collège, j'ai eu l'expérience avec mon fils. Mon fils, il a voulu être pompier. Le prof lui a dit, mais à part cramer les voitures, tu ne sauras rien faire. Donc, j'espère pas qu'il cramera les voitures. Il a 11 ans pour l'instant. J'espère qu'il va rester dans le droit chemin. Mais je vous avoue que si je reste ici, avec l'éducation nationale ici, j'ai peur qu'il le fasse. Il va le faire, peut-être même pour tester. Parce qu'un prof, un con, lui a dit qu'il va finir par être comme ça, en fait. Voilà. Il y a depuis quelques jours, avec les enquêtes que je mène, moi je suis très investie. Je vais, que ce soit pour mes enfants ou les enfants des autres, je vais dans les collèges, je suis déléguée, pratiquement 24 heures sur 24. Parce que maintenant, ils font des demandes de MDPH aux enfants. Vous savez, c'est quoi les MDPH? Oui, très bien. Les MDPH, c'est fait pour les handicapés, moteurs ou motrices. Et bien en fait, pour ne pas s'occuper de l'enfant, ils leur font faire ça. Voilà, comme ça, il peut rester à la maison. Ou une fois par semaine, il vient. Donc, ça, j'ai jamais vu ailleurs. Hein. Maintenant, tu me confirmes des choses. Voilà. Il y a ça. Il y a des conseils d'éducation éducative, conseils de discipline et ainsi de suite. Pour des banalités du... il a craché son chewing-gum en classe, il a crié en classe, mais on a toujours été, on a été des enfants, et ils ont toujours fait ça, quoi. On a toujours fait ça. Eux-mêmes, les profs, ils ont été enfants, donc ils oublient un peu leur passé. Et c'est dommage. Moi, je pense que la solution vient surtout de l'éducation, mais de la maternelle. Mais là, encore plus. Et quand on parle de délinquants, et quand de dérives et ainsi de suite, c'est quand tu commences à sortir un peu libre, parce qu'à 16 ans, on n'est plus obligé d'être à l'école. Quand on voit qu'un tel porte des Gucci, moi je vais un peu loin, mais bon, voilà, on veut avoir les mêmes. Soit tu prends les falches, soit tu vas courir pour en acheter. Donc voilà.
Donc, bon courage pour la jeunesse d'ici, parce que moi je reste pas. Tout d'abord, merci à vous tous d'être venus, ça me fait très plaisir. On a montré à de nombreuses personnes qu'ici ça bougeait, qu'on pouvait faire des choses par nous-mêmes et que ça pouvait ressembler à quelque chose de bien. Donc merci à tous d'avoir fait le déplacement. Merci aux intervenants, merci à Gustave, merci à Aya, Isa, Bouba, d'avoir accepté non seulement de jouer dans mon court-métrage, mais de me suivre et de m'avoir suivi depuis mes 12 ans. Donc merci beaucoup. Je remercie mes sœurs qui me soutiennent, celles qui ont fait la nourriture, qui me soutiennent depuis longtemps également. Je remercie Vaillerie Concept de m'avoir soutenu dans cette initiative. Vraiment, ils ont fait un travail remarquable. On peut les applaudir aussi, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer de faire court aussi, mais tout ça pour vous dire que je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez, parce que sans ça, je ne pense pas que j'aurais fait ce court-métrage et que je serais dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Et on vous prépare de belles choses pour la suite. Rendez-vous au cinéma. Voilà, merci à tous. Ce que je tenais à dire, c'était qu'il y a plein de belles initiatives. Il y a Gustave qui on se connaît. On se connaît de longue date avec le jeune Chucky qui est là-bas. Il y a plein d'interventions. Donc il y a plein de belles initiatives. Je sais qu'ils ont leur association aussi sur Corbeil. Il y a Moussa qui est là-bas, qui crée sa société. Il y a Vaillerie Concept. Il y a Révèle 3. Il y a Impact aussi ici qui fait du sport avec les 12 ans jusqu'à 50 ans. Donc il y a des mamans qui font des burpees. Je ne sais pas si vous savez quoi les burpees. Tu fais des pompes, après tu te relèves et tu sautes. Il y a des moments de 55 ans qui font ça ici. Donc c'est loin. Donc ça pour vous dire qu'il y a plein de belles initiatives. Et de Grigny même, il y a des choses internationales. C'est-à-dire il y a le Vivacité, il y a le Poulet de Push, il y a le Job Training. Il y a plein de choses comme ça. Nous-mêmes on développe notre média avec la Blancote Radio, le LCFR et le LLC. Il y a les jeunes de Grigny aussi, hein, les petits frères Raya qui sont là, qui sont des exemples. Parce qu'on cherche des modèles, mais les modèles des fois ils sont jeunes. Donc il y a des jeunes comme ça, il faut les applaudir même, les jeunes qui sont là. Donc voilà, il y a plein d'initiatives et je vais laisser Aya terminer tout ça. Non, moi j'ai pas grand chose à rajouter, à part vous remercier d'être venus. Gustave, Isabelle, Bouba, Didi, Vaillerie Concept qui a fait un travail extraordinaire. La solution, tout le monde l'a trouvé, c'est ensemble. Il ne faut pas accuser les autres, il faut travailler, donner le maximum de soi-même. Et après, on pourra dresser un bilan de ce que les autres l'ont fait ou n'ont pas fait. Il ne faut pas quitter le navire, il faut être là. De toute façon, on est là. Et tant qu'on est là, il faut qu'on se batte. Donc au quotidien, il faut multiplier les initiatives associatives, le militantisme. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas laisser les gens dicter notre vie, dicter ce qu'on doit être. C'est à nous de décider. Même si demain je veux être, je sais pas moi, maçon, c'est moi qui pourrais décider d'être maçon. C'est pas aux gens de me l'imposer. Et la solution, elle est là. La solution, c'est nous, on est des forces vives. On est des êtres humains, comme me disait le collègue de Gustave. Chucky, on est humains avant tout. Donc en tant qu'humains, on a notre place dans cette société-là. On a le droit de décider ce qu'on veut être. Donc moi, je pense que tout a été dit. Maintenant, je vous invite à un buffet. Attends, moi je vais rajouter. Nous, on est des anciens rappeurs, donc on parle avec Non, il y a quand même des gens qui font des belles choses. Il y a des parents qui élèvent bien leurs enfants. Il y a ma soeur ici là, qui élève très bien ses enfants. Il y a Bakary qui élève très bien ses enfants. Il y a Djouba qui élève très bien ses enfants. Moussa aussi. Il y a les mamans aussi ici qui élèvent très bien leurs enfants. Et ça, il faut le souligner et il faut l'applaudir. Il y a Asma qui élève très bien ses enfants. Dans tout cet amas de misère, il y a quand même des parents qui élèvent bien leurs enfants. Moi, quand je vais au collège, j'entends que ma nièce, pas tout. Ils disent qu'elle est calme, elle travaille très bien. Mais moi, je suis content. Je me dis, il a un combat qui a été réussi. Il y a Jonathan qui est là, qui se lève, mais qui, lui, il a fréquenté les Mandela. Et aujourd'hui, le mec, il est animateur, il est reconnu, et il passe ses diplômes, et PGEPS, autres. Donc je le tiens là, parce que vous l'applaudissez lui aussi. Il y a le frère de Jordan qui s'appelle Eric, qui entraîne, qui est champion de boxe, qui a son club là-bas, et qui entraîne aussi la jeunesse. Donc je tenais à ce que vous l'applaudissiez aussi. Et il y a plein de gens aussi. Donc merci à tous. Et je te laisse terminer ta phrase de fin. Juste, les filles, elles ont fait à manger, elles ont passé la nuit, elles ont fait les choses maison, elles vont vous présenter ce qu'elles ont fait, donc comme on dit, bismillah, allez-y, mangez et faites-vous plaisir. Et le débat n'est pas fini, hein, discutez entre vous, échangez-vous vos contacts autour de la nourriture. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, merci, bonne soirée, à l'attaque.